Dans les faits, le régime réglementaire de son statut unique et original de profession médicale à compétences définies rend souvent complexe la détermination de sa responsabilité. En effet, d'un côté, l'article L 4151-1 du Code de la santé publique énonce que la sage-femme est habilitée à réaliser seule les actes entrant dans le champ de sa compétence, alors que 2 articles plus loin, cette compétence est redéfinie en termes radicalement différents. Elle n'agit plus que sur prescription médicale ou à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment. C'est au niveau de cette bascule entre accouchement eutocique, accouchement dystocique que se concentrent la plupart des difficultés. Par ailleurs, la responsabilité des sages-femmes a considérablement évolué ces dernières années, ce qui fait que, d'un point de vue quantitatif, le risque évolue également. Le champ de compétences des sages-femmes s'est élargi récemment, et notamment en 2016, en ce qui concerne à la fois la pratique des interruptions volontaires de grossesse et de la prescription de la vaccination. En effet, la sage-femme maintenant est habilitée à vacciner à la fois le nouveau-né et la maman et sa famille dans les suites de l'accouchement. Là encore, ce qui est très important, c'est qu'elle puisse transmettre une information de qualité au médecin traitant afin qu'il soit au courant de la régularité de la vaccination. Par ailleurs, plus que dans d'autres professions, les plaintes pénales déposées à l'encontre des sages-femmes sont fréquentes. En effet, de par sa charge émotionnelle considérable, l'accident de naissance n'est jamais accepté. Connaître les causes d'un drame familial, être reconnu comme victime, rechercher des coupables, faire en sorte que cela ne se reproduise plus, sont les ressorts psychologiques habituels de ces plaintes. Or, dans un tel contexte conflictuel, pour être en mesure de lever des doutes, de convaincre de la réalité des soins donnés, d'expliquer l'impensable, il est indispensable que le dossier soit parfaitement renseigné. En effet, les plaintes pénales chez les sages-femmes sont relativement fréquentes. On estime même à l'heure actuelle qu'elles sont plus fréquentes que chez les médecins. Il faut donc que la sage-femme se protège régulièrement tout au long de la prise en charge de la patiente. Et cette protection, c'est en fait la traçabilité de tous ces actes qu'elle doit minutieusement reporter sur le dossier médical. Alors quels sont tous ces actes qui doivent être tracés? Eh bien, c'est aussi bien la consultation prénatale que les consultations d'urgence, mais aussi la traçabilité au niveau du partogramme et surtout la traçabilité des appels aux médecins. Et ces appels aux médecins doivent être spécialement renseignés, c'est-à-dire on doit à la fois noter l'heure, on doit à la fois noter la raison de l'appel, on doit noter la réponse du médecin et l'action éventuellement que le médecin a décidé d'engager. Mais récemment, on s'aperçoit que non seulement les sages-femmes peuvent être atteintes pénalement dans la surveillance de l'accouchement, mais elles peuvent être atteintes également au niveau de la réanimation du nouveau-né dans les premiers instants avant l'arrivée du médecin. Car une de leurs compétences aussi, c'est de prendre en charge l'enfant à la naissance et d'assurer la réanimation immédiate avant l'arrivée du pédiatre ou même de l'anesthésiste. Et là, on s'aperçoit qu'il peut y avoir de nombreuses plaintes pénales, notamment s'il y a un délai de latence trop important entre la naissance de l'enfant et le premier essai d'intubation. Enfin, des réclamations pécuniaires très importantes peuvent être formulées à l'encontre des sages-femmes et de leur employeur. Or, en matière d'obstétrique, à la différence d'autres spécialités à risque, ces réclamations peuvent être extrêmement tardives, des fois plusieurs dizaines d'années après les faits, sans que ces faits d'ailleurs ne soient prescrits. La difficulté, c'est que plus ces plaintes sont tardives, plus elles sont à craindre, puisqu'il nous faudra replacer l'expert dans les pratiques et le contexte de l'époque. Encore une fois, une parfaite conservation du dossier médical jouera un rôle déterminant. Je ne voudrais pas terminer ce rapide échange sur la responsabilité de la sage-femme sans parler du postpartum et en particulier de la contraception en postpartum, puisque à l'heure actuelle, on s'aperçoit que de nombreuses réclamations concernent la pose des stérilets immédiatement en postpartum. On a l'habitude de poser donc des stérilets 4 semaines après l'accouchement, chez des femmes qui allaitent. Tout le monde sait que le risque de perforation est alors plus important qu'en période normale. Il importe donc d'être extrêmement précis
sur la façon de poser ce stérilet et notamment de ne pas oublier de faire une hystérométrie et surtout de savoir abandonner. C'est-à-dire que si 4 semaines après l'accouchement on n'arrive pas à poser le stérilet, eh bien on continue la contraception orale et on attend un petit peu pour poser le stérilet. Car à l'heure actuelle, on s'aperçoit qu'il y a de très nombreuses perforations. Alors c'est vrai que si la pose a été faite correctement et si la femme a été correctement informée, on considère que c'est un accident non fautif, mais l'expert cherchera la moindre erreur afin de pouvoir indemniser la patiente. Soyez prudente en postpartum lorsque vous posez des stérilets.